Le sommaire de cette grande édition d'information, après près d'un mois de détention, les 3 membres de Actis Niger ont été relaxés par le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui estime que rien ne peut être retenu contre eux. Et puis plusieurs classes payotes du CG11 de Niamey ont été ravagées par un incendie qui s'est déclenché ce matin. Enfin, le ministère de l'Intérieur et la CEDEAO ont organisé un atelier de 3 jours sur la migration, atelier qui a pris fin ce vendredi, les échos dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour cette grande édition d'information sur la télévision Bonferré. Bienvenue à toutes et à tous. 2 brèves pour ouvrir ce journal. La première est une brève nécrologique. Malheureusement, 3 soldats nigériens du contingent des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, ont perdu la vie et 15 autres ont été blessés ce vendredi matin suite à une attaque terroriste sur la base du quartier général dans la zone de Indeliman, c'est dans la région de Gao au Mali. L'attaque a été revendiquée par la Katiba dirigée par Abbas Ag Istaf. Selon des sources, les blessés et les morts ont été évacués sur Gao. En Égypte, cette fois, au moins 235 personnes qui assistaient à la prière de vendredi ont été tuées par des hommes armés dans un village situé dans l'état de Al-Arish, c'est dans l'est de l'Égypte. On note également 109 blessés. Cette attaque est la plus meurtrière dans l'histoire récente de l'Égypte. Pour l'instant, l'attaque n'a pas été revendiquée. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a promis de répondre avec force et brutalité à cet attentat. Que l'âme des disparus repose en paix. Amen. Et puis, je vous le disais dans les titres, Abbas Abdelaziz et ses 2 compagnons de l'association Actis Niger ont été relaxés ce matin par le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey chargé du dossier qui les a reconnus non coupables. Après le jugement au fond la semaine dernière, le juge estime qu'aucune charge donc ne peut être retenue par les 3 responsables de Actis Niger. Les 3 membres de cette association ont été arrêtés, faut-il le rappeler, et placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Kolo suite à la manifestation du 29 octobre 2017. Youssouf Haïdara et Abdoulaye Seydou étaient au tribunal ce matin. Voici leur compte rendu. Abbas Abdelaziz et ses 2 camarades, Abdoulaye Harouna et Jibo Issa, sont désormais libres. Le juge en charge de leur dossier a décidé de les libérer car il n'a rien trouvé à retenir contre eux dans le cadre de la manifestation qu'ils ont organisée le 29 octobre 2017. Cette décision de la justice constitue une satisfaction pour les camarades de lutte d'Abbas Abdelaziz. Nous voulons informer l'opinion que malgré toutes les menaces que la population du Niger se prépare par rapport à cette question, à toute éventualité, nous avons demandé aux parlementaires de renvoyer cette loi des finances parce qu'elle est contraire aux bonnes pratiques, elle est contraire en tout cas aux dispositions réglementaires et cette loi des finances n'est qu'une loi en tout cas sanguinaire. Donc pour nous aujourd'hui, tous les députés, en tout cas de tous les bords, doivent s'unir pour rejeter en tout cas j'allais dire cette loi des finances. Donc pour nous aujourd'hui, je dois le dire, c'est une très grande fierté pour nous et espérons quand même que les autres dossiers puissent connaître le même sort. Les acteurs de la société civile, camarades de lutte d'Abbas Abdelaziz, rassurent que le combat qu'ils ont entrepris contre le projet de la loi des finances 2018 ne sera pas ébranlé par ce qu'ils ont appelé les arrestations d'intimidation. Et nous voulons que les autorités comprennent que cela ne peut pas en tout cas freiner l'élan avec lequel nous sommes en train de vouloir combattre la loi des finances 2018. Et toute cette manigance, tout ce qui se passe aujourd'hui autour des acteurs de la société civile, c'est pour nous amener à nous taire par rapport à cette question de la loi, à cette question de loi des finances 2018, aux autres en tout cas dossiers que nous avons déposés au niveau en tout cas de la justice, et bien qu'ils comprennent que nous allons poursuivre, nous allons continuer et nous allons nous battre jusqu'à ce que la lumière puisse être faite autour de toutes ces questions-là. Abbas Abdelaziz et ses camarades ont été arrêtés au lendemain de la manifestation qu'ils ont tenue le 29 octobre dernier pour contester contre le projet de la loi des finances 2018.
Poursuivi pour organisation d'une manifestation non autorisée, attroupement armé, complicité de vol et de destruction des biens publics et privés, le procureur avait requis 5 ans de prison ferme contre les 3 leaders d'Actis Niger. Détenus à la prison civile de Kolo, Abbas et ses 2 camarades, après cette décision favorable, seront certainement libérés aujourd'hui même. Félicitations donc à Abbas Abdelaziz, Jibo Issa et Abdoulaye Harouna qui retrouveront leur famille ce soir même. Ce n'est pas le cas d'un autre acteur des médias cette fois. Il s'agit du journaliste Baba Alpha qui lui garde prison à la prison civile de Niamey depuis le 3 avril 2017, c'est-à-dire depuis 8 mois, quelques jours. Il fera 7 mois, 9 mois, le 3 décembre prochain. Il est là-bas, à la prison civile de Niamey, en compagnie de son papa, son père âgé de 70 ans. Baba Alpha a déjà été condamné en première instance à une peine de 2 ans de prison ferme et 10 ans de déchéance de ses droits civiques. Il a fait appel et il attend son procès en appel dont la date n'a toujours pas été fixée. Du courage à Baba Alpha. Ce dimanche 26 et lundi 27 novembre 2017, les députés nationaux vont procéder au vote de la loi des finances 2018, au projet de loi des finances 2018. Depuis la présentation du projet de loi le 25 octobre dernier, vous en rappelez certainement, par le ministre des Finances, plusieurs controverses ont caractérisé le débat sur cette loi. Retour sur les péripéties autour du projet de loi des finances 2018 qui ont duré plus d'1 mois maintenant dans cette analyse de Bouli Adamouide. C'est le 25 octobre 2017 que le ministre des Finances a officiellement présenté le projet de loi des finances 2018 à l'Assemblée nationale. Un budget évalué en recettes et en dépenses à 1900,86 milliards de francs CFA, dont 1031,86 milliards doivent être recouvrés à l'interne. Pour mobiliser cette somme, l'État a prévu et créé une multitude de taxes et impôts, dont l'essentiel se résume à la taxe d'habitation, sur le transport, sur l'énergie, sur l'abonnement télévisuel ou encore l'impôt sur l'héritage. Nous avons des secteurs entiers, pratiquement 70% de la population, qui ne payent pas l'impôt. Il n'y a pas d'État sans impôt. Et les impôts, c'est pour organiser la solidarité. Seulement, certaines impositions sont jugées exagérées et inopportunes au vu de la situation de morosité économique dans laquelle végètent les Nigériens qui, de surcroît, n'ont pas vu une amélioration de leur pouvoir d'achat. Une position défendue par plusieurs structures de la société civile nigérienne qui appellent à une diminution du train de vie de l'État et à une plus grande minutie dans la gestion des deniers publics. Il y a des mesures que nous croyons antisociales, impopulaires, inadmissibles et même inacceptables. Quand on va nous demander d'accepter de nous mortifier, de nous laisser presser pour qu'on prenne de l'argent pour aller alimenter le train de vie de l'État que nous avons aujourd'hui, avec les dépenses de prestige inadmissibles. Après concertation, ces structures ont appelé à une marche pacifique de protestation le 29 octobre 2017. Une manifestation qui tourne à l'allumette entre manifestants et forces de l'ordre. L'Actis Niger, la structure de la société civile à qui l'autorisation de manifestation a été accordée, est dissoute. Une frange de la société civile nigérienne dite patriotique soutient le gouvernement. S'agissant du projet de loi des finances, il intervient dans un contexte particulier, marqué par une baisse drastique des prix des matières premières, notamment l'uranium et le pétrole, dont le prix a significativement chuté au plan mondial. À cela, il faut ajouter une situation sécuritaire préoccupante et la récession économique du Nigeria qui ont eu un impact négatif sur le tissu économique de notre pays.
Au niveau du Parlement et du ministère de l'Intérieur, des auditions et consultations sont initiées avec les différentes couches socio-économiques et religieuses, notamment sur le droit de mutation, ou encore sur les questions d'exonération ou renoncement total de taxes pour certaines multinationales. Par exemple, la suppression de la TATI, qui est une taxe sur la téléphonie qui existe partout dans le monde. Partout dans le monde, il n'y a pas un pays où ça n'existe pas. C'est ce week-end que les élus nationaux vont procéder au vote de la loi des finances 2018. Les 1 mois de consultation ont permis aux députés d'avoir toutes les informations nécessaires afin d'adopter un texte qui pourra faire l'unanimité en prenant en compte les impératifs financiers du gouvernement et les réalités sociales des 18 millions de Nigériens. Voilà, c'était là donc un rappel des péripéties que émaillait le débat sur le projet de loi de finances 2018 qui sera examiné, discuté et voté entre le dimanche 26 novembre et le lundi 27 novembre 2017 par les députés nationaux. Les débats ne sont pas finis. Ils viennent juste de commencer à propos de cette loi de finances, de ce projet de loi de finances. Alors nous apprenons à l'instant que les 3 acteurs de la société civile, membres de Actis, Abbas Abdelaziz, Djibo Issa et Abdoulaye Harouna, viennent de regagner leur famille respectives. Donc tout à l'heure, à l'instant où je vous parle, nous y reviendrons, Inch'Allah, dans nos éditions de demain. Le CG11 de Niamey a été victime d'un incendie ce matin dans les environs de 10 heures. Toutes les 14 classes en paillote ont été ravagées par le feu. Ceux qui attendent d'être équipés en table-banc n'ont malheureusement même pas été réceptionnés quand cet incendie les a ravagés. Le constat de Issifi Seni Boubacar et Lukoga. Tout est parti en feu. 14 hangars devant servir de salle de classe aux élèves du CG11 de Niamey dans la commune 3. Selon le directeur de l'école, les dégâts se sont limités aux hangars. Les élèves étaient en classe, tout le monde travaillait. Lorsque d'un coup, moi j'étais dans le bureau, lorsque on a crié, donc le cri m'a fait sortir. Je suis sorti de mon bureau à 10h01, 10h01, 10h15. Voilà l'intervalle au cours duquel les 14 hangars sont partis. C'est des hangars qui n'ont même pas été réceptionnés. Et il n'y avait pas d'élèves dedans. Donc on attendait la réception et l'équipement en table-banc. Il salue la mobilisation de tous ceux qui ont assisté à la maîtrise du feu et la présence des sapeurs-pompiers qui ont pu circonscrire l'incendie. Il faut un changement de comportement notoire. Nous sommes vraiment en retard. Sinon, le traitement qu'on réserve à l'école, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Qu'on me dise que l'individu est doté de sa raison et il vient, n'est-ce pas, mettre du feu dans une classe, ça n'a pas de sens. L'incendie qui a été maîtrisé laisse derrière lui 14 hangars brûlés qui n'ont même pas été réceptionnés et le plafond de la salle informatique qui a partiellement consumé. Le bureau politique national provisoire du Conseil révolutionnaire pour la démocratie nouvelle, c'est un parti politique, a rendu public un communiqué de presse le 23 novembre dernier. Au menu de celui-ci, la pratique esclavagiste dont font l'objet les Africains noirs en Libye, les actes de barbarie, de vandalisme surtout, dont a été victime le groupe de presse Bonferré, les affrontements intercommunautaires et le décès du président du CESOC, M. Moussa Moumouni Jarmakoy. Issifi Seni Boubacar et Luc Oga nous font le résumé de ce communiqué de presse. Communiqué de presse réuni en session extraordinaire ce jour 23 novembre 2017, le bureau politique national provisoire du Conseil révolutionnaire pour la démocratie nouvelle fait le communiqué dont la teneur suit. Le CRDN Zamani exprime son indignation face à la barbarie et au traitement esclavagiste dont sont victimes des milliers d'Africains en Libye, dont de nombreux compatriotes.
Le CRDN Zamani interpelle les autorités nigériennes et exige une meilleure protection et un rapatriement immédiat de nos ressortissants vivant en terre libyenne. Le CRDN Zamani recommande aux États africains, en particulier l'Union africaine, de tout mettre en œuvre pour ramener la paix en Libye. Le CRDN Zamani condamne fermement les actes ignobles et barbares commis sur les matériels roulants du groupe de presse Bonferré. Le CRDN Zamani présente ses condoléances émues au peuple nigérien, à leurs familles, suite au décès de 3 de nos concitoyens lors du récent conflit entre éleveurs et agriculteurs, et de M. Moussa Moumouni Jean Makoui, président de l'ANDP Zaman Lahia, président du CESOC. Le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations OIM et la CEDEAO, a organisé à Niamey un atelier de renforcement des capacités en matière de gestion des données de migration. La rencontre, qui s'est étalée sur 3 jours, s'est achevée ce vendredi après-midi avec plusieurs recommandations. Le reportage de nos confrères de la télévision publique Télé Sahel. Cet atelier, organisé par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec la CEDEAO et l'OIM, a pour objectif de renforcer les capacités nationales en matière de gestion des données de migration, améliorer la coordination entre les parties prenantes impliquées dans la collecte, la gestion ou l'analyse des données migratoires et présenter le projet de fil national au groupe de travail technique interministériel pour examen et validation. La formation qui va être dispensée ce matin revêt pour nous une importance capitale dans la mesure où elle permettra de renforcer les capacités des différents acteurs intervenant dans le processus. Je ne doute pas, au regard de la qualité des formateurs, de leur expérience, leurs compétences, que les objectifs assignés à cette rencontre seront largement atteints. Je demanderai à l'ensemble des participants d'y prêter une attention particulière, d'être assidus pour que, au sortir de cette session de formation, nous soyons aptes à mieux maîtriser les données statistiques. Les objectifs de la prochaine et dernière session, dans laquelle on discutera du plan d'action qui a été approuvé au niveau régional, les recommandations qui ont été produites ainsi que les calendriers, afin de pouvoir pousser davantage l'harmonisation à l'intérieur de la CEDEAO et des États membres. Cette formation, faut-il le signaler, est organisée au bénéfice des membres du cadre du comité interministériel sur les migrations au Niger et où les agents directement concernés par les collectes, gestion et analyse des données migratoires. Les responsables de l'hôpital général de référence de Niamey ont organisé ce matin un point de presse pour marquer le démarrage officiel des activités du dit hôpital. Un point de presse animé au sein de l'institution qui a été suivi d'une visite guidée des différents services. De ce centre de soins de référence qui, selon les responsables eux-mêmes, est ouvert à tous les Nigériens de jour comme de nuit. Le résumé de ce point de presse avec Aminata Yahya et Ibrahim Ousmane. Par ce point de presse, les responsables de l'hôpital national de référence ont procédé au démarrage officiel des activités des soins du dit hôpital. Bâti sur une superficie totale de 32 hectares avec une capacité d'accueil de 500 lits, l'hôpital national de référence est un hôpital moderne de haut standing au vu de la composition de son plateau technique et des différentes spécialités et services disponibles. L'hôpital national de référence dispose de 5 départements, 42 services dont 15 administratifs et 27 services techniques. Cet hôpital est aussi un établissement sanitaire à la pointe de la technologie, disposant de tout ce dont peut se prévaloir un hôpital moderne. On y trouve pour cela un dispositif de 14 blocs opératoires,
une centrale de production d'oxygène de grande capacité composée de 2 machines d'une capacité de 3000 litres par minute et pouvant alimenter en oxygène toutes les régions de Niamey, Tillabéri et Dosso, une piste héliportée pour les évacuations donc des patients, une centrale moderne de traitement des eaux usées, une centrale de stérilisation à vapeur, ainsi que plusieurs autres unités annexes bien équipées. Fruit de la coopération entre la République du Niger et la République populaire de Chine, l'hôpital national de référence est un hôpital de 3e niveau à la pointe de la technologie, et ce, afin de garantir une meilleure qualité de prestation des soins aux populations. Cependant, certains services ne sont pas encore fonctionnels au vu de la politique d'ouverture progressive des différents services adoptés par l'hôpital. C'est ainsi que pour un début, les services suivants ont pu démarrer leur activité. Il s'agit du service de cardiologie adulte et pédiatrique, de médecine interne, d'anesthésie-réanimation et urgence, de chirurgie, de stomatologie, d'ophtalmologie, de kinésithérapie, d'acupuncture, de l'ORL, donc otorhinolaryngologie, et d'orthopédie traumatologie. Ces services sont tous appuyés par d'autres services d'accompagnement que sont l'imagerie médicale, le laboratoire et les autres services techniques, tous équipés de matériel moderne permettant à l'hôpital d'être à la hauteur de ses ambitions. Le directeur général adjoint a assuré la population qu'une équipe chinoise qualifiée et expérimentée viendra dans les prochains jours afin d'appuyer les agents nigériens dans leur mission de prestation de soins de qualité. Toujours dans le cadre du démarrage officiel, il est prévu une campagne totalement humanitaire de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle du 2 au 9 décembre 2017. Une visite guidée a conduit hôtes et invités à travers les différents départements et services de l'hôpital, à savoir le service des urgences, l'accueil, la salle de traumatologie, les blocs opératoires, la salle de soins intensifs, les chambres des patients, le service cardiopédiatrie et la salle d'électrothérapie, entre autres, avant finalement de poser pour la traditionnelle photo de famille. Cérémonie officielle de remise de diplôme de fin de formation de la première promotion des spécialistes en passation des marchés à l'ENAM. Ils sont au total 20 récipiendaires qui ont reçu leur diplôme après 9 mois de formation financé par le projet de développement des compétences pour la croissance, PRODEC, Banque mondiale, à travers un projet qui s'appelle le FAFPA. Compte rendu, Soumane Karimou et Omar Boukari. Ils sont au total 20 étudiants de l'École nationale d'administration et de la magistrature, ENAM, option formation des spécialistes en passation des marchés publics, à terminer leur formation après 9 mois. Le travail après le travail, l'heure est maintenant à la remise officielle des diplômes aux ayants droit, c'est-à-dire aux récipiendaires qui ne cachent pas leur satisfaction. Beaucoup de joie et de reconnaissance parce qu'on a quand même eu à bénéficier de cette formation qui a été entièrement gratuite. Donc ça a été très gratifiant et nous remercions à la fois la Banque mondiale, le PRODEC, le FAFCA et l'ENAM qui ont tous vraiment collaboré pour que cette formation-là se passe dans les meilleures conditions et avec un niveau d'excellence qui était vraiment très élevé. J'aimerais tout d'abord remercier Allah, le Tout-Puissant, pour nous avoir permis d'abord d'admettre au test et nous avoir donné la santé et le courage d'arriver à bout de cette formation. Donc, comme vous pouvez le constater, mes sentiments, ce sont des sentiments de joie, de satisfaction. Première promotion des spécialistes en passation des marchés, car c'est la première fois qu'une formation diplômante de ce genre est organisée au Niger. Ces 20 diplômés ont donc toutes les chances d'être directement sur le marché de l'emploi, nous explique le directeur de la formation à l'ENAM, M. Alassane Harouna. D'abord, c'est pour la première fois qu'on forme des diplômés en marché public au Niger. La formation diplômante en marché public, c'est pour la première fois.
Voilà. Et c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de demandes qui ne sont pas satisfaites. Et que nous osons espérer que maintenant, en fait, vraiment, les besoins, les produits sont là, finis, directement exploitables. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut satisfaire en fait les demandes du marché. Ça, c'est notre espoir. En tout cas, on considère que vraiment, nous avons fait de notre mieux pour couvrir les besoins. Puisque c'est l'un des secteurs dans lesquels les demandes sont toujours là et qu'elles cherchent qu'à être satisfaites. Mais maintenant, ces choses faites, on a mis sur le marché 20 diplômés directement opérationnels. Initié par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAPA, en vue de mettre sur le marché de l'emploi des spécialistes en passation de marché public et de satisfaire ainsi les besoins qui se font cruellement sentir tant dans le secteur public que privé. Ces jeunes viennent de terminer une formation de 9 mois qui a abouti à l'obtention d'un diplôme. Il faut se rappeler que leur prérequis c'était des jeunes étudiants en fin de cycle qui avaient en fait un bac plus 4, bac plus 5. Alors, c'est dire que c'est une formation de haut niveau qui vient de se passer et c'est pour répondre à un besoin qui a été exprimé par des organismes, des institutions, des organisations non gouvernementales qui sont installées au Niger et qui mènent des actions. Nous avons des difficultés dans le pays à répondre à ce besoin des spécialistes en passation de marché public. Alors, compte tenu de ce besoin que nous avions eu à constater au niveau des offres non satisfaites de l'ANPE, donc le FAFPA a cherché les financements, les moyens auprès de la Banque mondiale à travers le projet de développement des compétences pour la croissance pour financer cette formation-là. En ouvrant les travaux de cette cérémonie de remise officielle de diplôme aux spécialistes de passation de marché, la secrétaire générale de la primature a prodigué quelques conseils aux jeunes diplômés avant d'adresser ses vifs remerciements à l'IDA, Banque mondiale, pour son soutien aux actions de développement économique et social au Niger, au PRODEC, au FAPA et l'ENAM pour sa formation des cadres spécialistes en passation des marchés publics. Autre cérémonie à signaler dans ce journal, il s'agit cette fois de l'ouverture officielle ce matin au Palais des Sports de Niamey de la 10e édition du Salon international pour la femme, sa femme, sous le haut patronage de la première dame Aïssata Issoufou, avec pour thème cette année la renaissance culturelle, un facteur de valorisation de notre artisanat. Du 24 novembre au 3 décembre 2017, les femmes nigériennes et celles des pays invités, il y en a plusieurs, vont proposer au public divers articles et produits artisanaux. Le point avec Ousseina Assoumi et Ibrahim Amadou. C'est devant un parterre de personnalités et d'invités qui s'est ouvert ce vendredi la 10e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM. Contente de la réussite de cet événement, la directrice de l'agence SAFEM, en exprimant ce remerciement aux acteurs du monde de l'artisanat, a aussi réitéré leur engagement aux côtés des femmes artisanes pour la transmission du savoir-faire. L'artisanat est un ensemble de savoir-faire exceptionnel que nous devons protéger, valoriser et transmettre. Le SAFEM a voulu soutenir la forte volonté affichée par les plus hautes autorités du Niger de faire du secteur de l'artisanat un moteur de développement accéléré de notre économie. En choisissant comme thème de cette 10e édition la renaissance culturelle, facteur de valorisation de notre artisanat, sachez, chères femmes artisanes, que le gouvernement, à travers le SAFEM, est à vos côtés, mobilisé et déterminé à agir pour votre compétitivité avec un programme de renforcement des compétences pour mieux vous outiller afin de vous mettre au même niveau que les meilleurs artisans exportateurs d'Afrique. De par sa mission essentielle de promotion et de valorisation des produits artisanaux par la femme et pour la femme, cette 10e édition a pour thème la renaissance culturelle, un facteur de valorisation de notre artisanat. Un thème dont le choix n'est pas fortuit. Le choix de cette thématique est une réponse aux directives du programme du gouvernement dans son volet Renaissance culturelle
étroitement liées à l'artisanat. En choisissant pour thème la renaissance culturelle, un facteur de valorisation de notre artisanat, le SAFEM attend en tirer l'attention des artisans sur la nécessité de recourir à nos valeurs propres, à ce qui nous caractérise et nous distingue des autres, afin d'apporter effectivement ce que nous avons de meilleur dans un contexte de mondialisation. Nos richesses culturelles et notre savoir-faire traditionnel nous confèrent un avantage comparatif indéniable sur les marchés internationaux. La Tunisie, pays hôte de cet événement, a par la voix de son représentant remercié le Niger pour son invitation qui renforce ainsi leur coopération. Je voudrais tout d'abord, et après votre permission, adresser mes remerciements pour le Niger, au nom du gouvernement tunisien, au nom de Madame la ministre tunisienne du Tourisme et de l'Artisanat, et au nom du peuple tunisien, pour avoir honoré la Tunisie par cette invitation à la 10e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme. À noter que le SAFEM est une référence dans le palmarès des manifestations africaines les plus cotées dans le cadre de la promotion de l'artisanat, avec des performances plus probantes au profit des femmes artisanes africaines en général et des femmes nigériennes en particulier. Cette 10e édition regroupe 1500 exposants, 35 pays et durera 10 jours. L'association Alternative Espace Citoyen, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, organise depuis cet après-midi à son siège la deuxième édition du séminaire annuel sur le droit à l'alimentation. Cette rencontre regroupe les acteurs paysans et de la société civile œuvrant dans le domaine et vise à faire des propositions pour aider à freiner les problématiques liées au droit à l'alimentation. Mohamed Alpha et Lukoga pour plus de précisions. Informer, sensibiliser et mobiliser le monde rural pour promouvoir et défendre le droit à l'alimentation. Tel est le thème général de la deuxième édition du séminaire annuel des leaders paysans et acteurs de la société civile sur le droit à l'alimentation. Une initiative de Alternative Espace Citoyen avec l'appui de ses partenaires qui souligne qu'une alimentation sûre est un droit essentiel et vital pour tous. Car chaque femme, chaque homme et chaque enfant a droit à une alimentation adéquate. Moi je suis optimiste, je suis toujours optimiste pour qu'il y ait des conclusions pertinentes, pour que celles-ci se traduisent par des actions concrètes. Je suis aussi très optimiste, mais aussi très patient. C'est pour vous dire à quel point nous attachons de l'intérêt du prix à cette question de sécurité alimentaire et de droit à l'alimentation dans notre pays. Notre pays, vous le savez, évolue dans un environnement physique très hostile, n'est-ce pas, avec des cycles de sécheresse, de pluie incertaine, etc. Et donc cela nous amène, en tant qu'acteurs de la société civile, effectivement, à fédérer nos efforts pour pouvoir mener ensemble ce combat. Selon le secrétaire général de Alternative Espace Citoyen Moussa Tchangari, le droit à l'alimentation incite les autorités à créer un cadre habilitant qui permet aux citoyens d'utiliser leur plein potentiel en vue de produire ou de se procurer une alimentation saine et adéquate pour eux-mêmes et leur famille. Ce choix du temps correspond vraiment aux préoccupations concrètes des gens. Aujourd'hui, tout le monde sait, dans le monde rural, la première préoccupation des gens, malheureusement, c'est eux qui produisent, mais la première préoccupation, c'est de pouvoir manger vraiment à sa faim et aussi avoir un revenu qui permet de satisfaire les autres besoins. Pour que le droit à l'alimentation devienne une réalité, et pour que ce droit devienne une réalité, eh bien, il faut que l'État assume les responsabilités, les obligations qui sont les siennes, celles notamment de mettre suffisamment de ressources financières et autres pour promouvoir, développer l'agriculture, l'élevage et toutes les autres activités qui concourent à produire davantage. À l'issue, notre souhait, c'est qu'il y ait aussi un agenda d'action que les organisations vont essayer de faire à l'échelle locale, à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle nationale. Pendant 3 jours, les participants débattront sur plusieurs thématiques afin de tirer des conclusions pertinentes pour promouvoir et défendre le droit à l'alimentation qui repose sur 3 éléments clés, à savoir la disponibilité,
l'accessibilité et le caractère adéquat pour mettre un terme à la problématique du droit à l'alimentation. Une équipe du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain, conduite par le responsable national des infrastructures du projet, a visité plusieurs réalisations du PGRC2U dans plusieurs communes de la région d'Agadez. Objectif, constater de visu les réalisations dont ont bénéficié les populations victimes des inondations de l'année 2016. Le compte rendu de nos confrères de la télévision Dunia de Agadez. Construction et aménagement de puits maraîchers et pastoraux, dont des semences aux maraîchers et mise en place des irrigations par réseau californien, entre autres, tels étaient les éléments saillants de l'appui apporté par le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRC2U aux populations d'Arlit, Turo, Iferouane, Ingal et Agadez. Et c'est là, dans le cadre des mesures du relèvement aux victimes des inondations de l'année 2016 dans la région d'Agadez. Pour constater de visu l'état d'avancement des travaux, une équipe de pêcheurs de Niamey a sillonné les différents chantiers installés ici dans la région d'Agadez. Nous sommes au terme de notre mission de supervision technique dans les régions de Tawa et d'Agadez, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du mécanisme de réponse immédiat. Comme vous le savez, suite aux inondations survenues en 2016 et qui ont engendré d'énormes pertes d'infrastructures socio-économiques au niveau de ces deux régions, le gouvernement a sollicité et obtenu auprès de la Banque mondiale le financement du mécanisme de réponse immédiat. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là, après un mois de démarrage des travaux, pour venir constater l'avancement des travaux. L'avancement des travaux est normal et nous sommes en tout cas très satisfaits des réalisations que nous avons trouvées sur le terrain. Les bénéficiaires de ces précieux appuis du PGRC2U ont manifesté leur entière satisfaction. Nous remercions beaucoup ce projet qui a pensé à nous. C'est le seul projet qui a construit des puits, qui nous a donné des semences et qui a réhabilité nos terres. Avant, on avait tout perdu. On a perdu espoir. Mais grâce à ce projet, on a de quoi vivre, on a de quoi nourrir nos familles. Nous remercions beaucoup la Banque mondiale qui a financé ce projet. Nous remercions beaucoup le PGRC. Nous n'avons jamais pensé travailler à nouveau sur nos terres parce que nos terres étaient totalement dégradées. Les inondations ont tout ensablé. Les puits sont aussi ensablés. Ce projet nous a donné espoir. Nous sommes très contents. Cette visite du terrain a été bouclée par la cérémonie de réception d'un important ouvrage hydraulique sur le Kori d'Arzarmadran dans la commune d'Agadez. Il faut noter que ces volumes de réalisation interviennent dans le cadre des mécanismes de réponse immédiate MRI du PGRC2U sur financement de la Banque mondiale. Alors c'est avec cet élément du PGRC2U dans le nord du Niger à Agadez que nous arrivons au terme de cette édition d'information. Nous sommes vendredi, c'est vrai, mais à part de page des sports, veuillez bien nous en excuser, ce n'est que partie remise. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente soirée et bon début de week-end sur le programme de la télévision Bonferré. Au revoir.